Bonjour, je suis le docteur Ségolène Arzalier-Darré. Je suis l'autrice du livre Le Burn-out en anesthésie-réanimation. Il traite du coup de tous les risques psychosociaux, que ce soit l'épuisement professionnel, mais aussi le harcèlement moral, les addictions, le suicide ou les traumatismes après événements indésirables graves. J'ai fait partie de la commission SMART, santé du médecin anesthésie-réanimateur au travail, pendant de nombreuses années et j'en ai pris la présidence pendant 3 ans. Et donc j'ai été contactée par une maison d'édition pour pouvoir écrire et coordonner un livre sur le burn-out en anesthésie-réanimation. Alors les anesthésistes-réanimateurs ne sont pas plus sujets au burn-out que les autres spécialités. Ça a été montré dans une enquête, l'enquête CESMAT qui est parue en 2011. Alors les facteurs de risque du burn-out ou de l'épuisement professionnel, il y en a de nombreux. La perte d'autonomie dans notre métier, que l'on retrouve dans tous les métiers de la santé, principalement, en tout cas dans le secteur public. Il y a la charge de travail, l'intensification du travail avec le morcellement des tâches, les exigences émotionnelles que l'on voit beaucoup en anesthésie-réanimation notamment, et notamment avec la crise sanitaire, les conflits de valeurs ou conflits éthiques lorsqu'on est obligé de faire des actes que l'on réprouve, auxquels on n'adhère pas, l'altération des relations de travail ou les conflits au travail, l'insécurité au travail, le sentiment que l'on peut avoir notamment lorsqu'on se sent en insécurité par rapport au nombre d'effectifs, au manque de matériel ou de moyens matériels et humains. L'absence de reconnaissance au travail, la reconnaissance, elle peut finalement absorber les contraintes que l'on peut avoir. C'est un équilibre à trouver. Par exemple, on nous dit que l'on a fait une belle intervention, qu'on a fait du travail de qualité, une reconnaissance par les pairs. L'épuisement professionnel, c'est un terme peut-être plus réducteur que le terme burn-out, parce que le burn-out, en tout cas la souffrance au travail, peut se traduire par d'autres manifestations. Parce que la souffrance au travail, elle peut s'exprimer par des addictions, notamment parce que l'on peut être tenté de prendre des béquilles pharmacologiques pour tenir ou pour mieux dormir. Elle peut aboutir après vers une altération de la santé mentale ou vers des dépressions, une dépression. Elle peut aussi se traduire par des décompensations violentes, par du harcèlement moral au travail, parce que le harcèlement moral peut être cause, mais aussi peut être conséquence en fait de souffrance au travail. C'est trop réducteur de réduire en fait les risques psychosociaux au simple épuisement professionnel. C'est bien plus que ça. Finalement, on met dans le terme burn-out beaucoup de choses sans finalement connaître ce syndrome qui est lié au travail et qui met des années à s'installer et qui a de nombreuses causes et de nombreuses conséquences. Alors oui, j'y ai été confrontée très tôt puisque lorsque j'étais interne, eh bien, mon binôme, mon co-interne, s'est suicidé. Ensuite, j'ai intégré la commission SMART du Collège français des réanimateurs dès 2013, qui nous a permis finalement de rencontrer aussi beaucoup de personnes en situation de souffrance au travail, notamment de pouvoir du coup réfléchir, mener des réflexions sur les différents déterminants et les actions que l'on pouvait mener. Alors pour pouvoir sentir les choses venir, le burn-out venir chez ses collègues ou chez soi-même, il faut déjà être averti des déterminants et des causes possibles du burn-out. Il faut pouvoir prendre du recul pour pouvoir analyser la situation chez soi et chez ses collègues. Et souvent, quand on a la tête dans le guidon, ce n'est pas possible. On est pris dans le tourbillon finalement de sa vie professionnelle sans avoir le temps de se poser et de réfléchir à ce qui se passe. Le burn-out met plusieurs mois, voire plusieurs années en fait à s'installer et il s'installe de façon insidieuse. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi, pour pouvoir informer les professionnels de santé sur ce qui peut les conduire au burn-out, afin d'être vigilants et d'être avertis sur les situations qui peuvent les exposer à faire un épuisement professionnel. Alors le risque pour la santé des patients du burn-out est avéré. Il y a eu notamment une méta-analyse qui a montré qu'il y avait 2 fois plus de risques lorsqu'on était en burn-out d'être impliqué dans des incidents compromettant la sécurité du patient. Il y a aussi 2 fois plus de risques de faire preuve de mauvais professionnalisme. Donc il y a plus de tricherie au travail notamment. Et puis il y a 3 fois plus de risques d'entraîner une mauvaise satisfaction du patient. Donc effectivement, quand on est en burn-out, on a plus de risques de faire des erreurs médicales et notamment plus de risques aussi de ne pas pouvoir y faire face. Donc plus de risques de devenir seconde victime, c'est-à-dire d'être traumatisé après un événement indésirable grave et de ne pas pouvoir se relever. Alors les facteurs qui protègent contre le burn-out, c'est avant tout d'avoir des temps et des lieux d'échange en équipe, de délibération du travail au quotidien, de pouvoir avoir
un endroit et un temps dans lequel on peut délibérer du travail pour pouvoir reprendre aussi de l'autonomie sur son travail. Et quand on a une équipe cimentée, en fait, ça protège vraiment contre les risques psychosociaux et cela absorbe en fait toutes les contraintes que l'on peut avoir au quotidien, que ce soit la charge de travail ou la perte de sens dans son travail, etc. Dans les situations de souffrance au travail, on n'est jamais seul en fait en burn-out. Il y en a toujours, il y en a souvent beaucoup en fait. Tous ne s'expriment pas de la même manière. Et dans les situations de souffrance au travail, il y a souvent un délitement du collectif et donc c'est difficile, et avec des relations tendues dans l'équipe. Déjà, essayer d'en parler à sa hiérarchie si c'est possible, et si jamais on n'a pas d'écoute attentive, eh bien, se tourner vers un médecin traitant. Je rappelle que 75% des médecins n'ont pas de médecin traitant et pratiquent l'automédication et l'autodiagnostic et finalement rentrent tardivement dans la filière de soins. Choisir un médecin traitant tôt, ça permet déjà d'avoir une relation de qualité, un interlocuteur de qualité qui pourra intervenir, prescrire un arrêt de travail par exemple, et puis avoir une écoute attentive et objective sur notre état de santé. On peut aussi se tourner vers un psychologue du travail notamment, qui permettra de détricoter la situation de travail et d'entraîner une déculpabilisation du fait de ne pas pouvoir y arriver. Parce que lorsqu'on est en situation de burn-out, eh bien, notamment pour les soignants, en fait on va s'auto-accélérer, s'acharner parce qu'on n'arrive pas à bien faire son travail. Donc on va essayer de compenser et on va culpabiliser de ne pas y arriver alors que c'est tout à fait normal finalement, on ne peut pas tenir des objectifs impossibles. Un psychologue du travail, ça va permettre voilà, de réfléchir, d'analyser et de déculpabiliser le soignant sur ces situations-là. Selon les situations, faire appel aussi à un syndicat, suivant la situation, à un avocat aussi, parce que je rappelle quand même que les employeurs ont le devoir d'empêcher en fait la dégradation de la santé psychique ou physique de ses salariés. Voilà, c'est le code du travail. Ils ont une obligation en termes de résultats et pas de moyens. Mais la meilleure solution, c'est quand même d'empêcher que ça survienne, c'est la prévention primaire. Et pour ça, il faut soigner le travail avant de soigner les soignants. Alors je vais prendre la présidence du comité vie professionnelle santé au travail de la SFAR et donc continuer les projets du comité vie professionnelle et les travaux aussi de la commission SMART sur les outils d'évaluation et sur l'aide que l'on peut proposer aux anesthésistes réanimateurs et aux infirmiers anesthésistes et de réanimation. Où est-ce qu'on peut trouver mon livre? Vous pouvez trouver mon livre, donc il a été édité aux éditions John Libé, donc collection Arnett, donc sur internet ou dans les stands, dans les congrès, voilà, ou dans les librairies aussi sur commande. Chez votre libraire préféré.